J'ai toujours dit que je n'étais pas née dans les bonnes années. Les Premières Nations l'appelaient Wendigo, une créature cannibale mythique. En y mettant les pieds pour la première fois en 1535, le navigateur Jacques Cartier la baptise l'île de Bacchus, le dieu romain du vin et de la fertilité. Mais une fois dégrisée et de retour devant le roi François Ier, il la rebaptise, cette fois en hommage à un duc. « 500 ans plus tard, grâce à la détermination de ses habitants, on peut encore y goûter les fruits d'un labeur presque disparu de la surface de la planète. Le nom a changé, mais l'endroit est resté le même. Un musée à ciel ouvert, capable de vous transporter à travers le temps, le ralentir, le mettre presque sur pause, vous convient à vous rassasier du travail de la terre, revenir aux sources. C'est en traversant un seul petit pont au-dessus du fleuve Saint-Laurent que se produit la fracture temporelle qui vous catapulte dans un jardin des merveilles. Ici, aucune mise en scène, mais un mode de vie. Ça en fait finalement le premier fromage fabriqué en Amérique. Un mode de vie qu'on vient vous emprunter le temps d'un week-end. On est en compagnie de Marley, 14 ans, cavalier King Charles Cocker. On est à bord de Marguerite, un Westphalia Vanagon 1982. Vous n'êtes ici que depuis un très court instant, mais leur présence vous imprègne déjà. Les habitations historiques, les bâtisses ancestrales, les maisons patrimoniales qui forgent la trame de fond de votre aventure. Ouvrez bien les yeux et arrêtez-vous le plus souvent possible, parce que le tour complet ne compte que 66 km et peut se parcourir en 1 heure sans arrêter. L'île d'Orléans est segmentée en 6 villages et en partant vers l'ouest, on commence par le plus récent à s'être formé, Sainte-Pétronille. Cartier, Champlain, Mauvais-de-Genêt, les Talbot, les Rouleaux, les Grands-Maisons reconnaîtraient encore l'île d'Orléans en 2024 par la fertilité de ses terres provenant de la douceur de son microclimat. De la quinzaine de vignobles répartis à travers l'île, je vous en ai visité 3 des plus réputés. Bienvenue au vignoble de Sainte-Pétronille. C'est sur une dizaine d'hectares de vignes en agriculture biologique que repose ce projet familial débuté en 1988. Tout comme l'origine de ce qu'on ingère ici, on profite nous aussi du soleil sur la terrasse donnant sur la cour arrière. Un vaste espace où la beauté de la viticulture fait office de décor scénique. Combiner travail acharné et respect des mécanismes de la nature. Les bonnes vibrations qui émanent de la canopée riveraine se ressentent jusqu'à la cabane de transformation et se sont définitivement retransmises à travers notre pizza spéciale du chef. Une large sélection de breuvages uniques des Ligues majeures vous propose d'être au cœur d'une virée gustative on ne peut plus satisfaisante, cultivée, récoltée, transformée et consommée tout au même endroit, dans un lotissement où abonde l'ingrédient principal. L'amour. Sainte-Pétronille n'est pas juste un des plus beaux villages de l'île, c'est aussi reconnu comme un des plus beaux de la province. Du côté est, vous pouvez attraper le dessert à la chocolaterie de l'île. Elle se trouve juste en face de la promenade Horatio Walker, qui permet de déguster sa petite molle en longeant le fleuve du côté du coucher de soleil. Puis moi, mon rêve, c'était de faire tout le Canada, puis de revenir par la côte ouest, puis les États-Unis avec Marley. Fait que j'ai commencé à regarder les Westphalia à vendre, puis j'ai spoté lui. J'étais allée toute seule, puis je l'ai acheté. Quand je l'ai eu, je ne conduisais pas à la clutch. Et j'ai appris à conduire à clutch. 4 vitesses, tout seul,
Tu sais, le côté peace and love a toujours été présent dans ma vie, puis j'ai toujours aimé la musique des années 60. Mais le fait aussi de conduire ça, c'est le fun. Je suis même pas capable de le décrire. Et en repartant de la chocolaterie, c'est un des segments du parcours qui offre le plus beau visuel de route. On traverse l'Anse au canot et l'Anse à Petit, un raccoin plus intime pour se rafraîchir le toutou et taquiner le doré. Un peu plus loin, l'Anse du Fort où s'est établi le quai de Sainte-Pétronille, un lieu central dans le développement de l'île. En 1825, un chantier naval éphémère devient un port maritime qui sera à l'origine de la paroisse de Sainte-Pétronille en 1870. La pointe ouest de l'île offre des points de vue privilégiés sur le fleuve Saint-Laurent, le trafic maritime et la vieille capitale. Parfois, sur un voyage, il y a des endroits qu'on marque d'un gros crayon noir dans la map de notre coco, parce qu'on veut y revenir un peu plus tard. Et c'est aussi ça qui s'est passé en 1534. À son premier voyage, Jacques Cartier et son équipage de 60 marins quittent Saint-Malo et effectuent une traversée de 20 jours qui les amène sur la côte nord du golfe du Saint-Laurent. Croyant avoir trouvé un passage vers l'Asie, Cartier tente de pénétrer dans les terres, mais rendu à la baie des Chaleurs, une tempête refroidit ses ardeurs. C'est l'arrivée de l'hiver nordique, et il est temps pour lui de rebrousser chemin jusqu'en France. Mais c'est sans oublier de gentiment emprunter deux locaux, Domagaya et Taignoagny, deux des fils du chef Donnacona. Armé de ses deux guides et de 15 mois de provisions, Cartier revient à la charge un an plus tard. Le 7 septembre 1535, il jette l'ancre au nord de l'île. Domagaya et Taignoagny retrouvent les leurs, présentent Jacques Cartier au peuple de Stadacone qui leur offre des présents. Bon, peut-être pas juste des cadeaux, il prend aussi possession de l'île un peu. Et c'est ainsi, gentilshommes et mesdemoiselles, pendant le temps que le party de retrouvailles dura, que l'endroit a porté brièvement le nom de l'île de Bacchus. De mon côté, on voyage léger, alors pas de place pour les otages. Le prochain village porte justement le nom de Saint-Laurent et possède le musée maritime qui nous replonge quelques générations avant nous. Quand tu vis sur une île au début du 19e siècle, tu veux avoir ta chaloupe de l'année. Autant pour les activités de pêche que pour tes déplacements. La chalouperie Godbout, ici déménagée et convertie en musée, en assurait toute une variété de fabrications. Comme on peut le voir sur ces précieuses images captées par René Rouleau, sur sa caméra Super 8 à la fin des années 60, le village de Saint-Laurent grouille de vie. Les chalouperies omniprésentes sont le moteur économique de la place et de 1908 à 1967, le chantier maritime de Saint-Laurent accueille des activités de construction navale. Les bateaux sont d'abord en bois, puis en acier. De la chaloupe, on passe aux voiliers, puis aux plus imposantes constructions comme des goélettes et des navires à propulsion mécanique. Des bateaux dans le type de ce remorqueur-là, le RF Grant en vedette sur le site, ayant servi à la drave sur le Saint-Maurice dans les années 40. Ou dans le type du Rose-Hélène, une goélette propriété d'un navigateur de l'île aux Coudres. Tout comme le GH Marie, toutes deux à la fin de leur carrière à ce moment. Je remercie d'ailleurs infiniment Dominique Rouleau qui m'a permis de vous montrer ces images provenant de sa collection personnelle. Le musée maritime de Saint-Laurent-de-l'Île est un des rares endroits où on peut encore admirer ce complexe piège ayant servi pour la pêche à l'anguille, une pratique qui s'étiole bientôt éteinte. De 262 pêcheurs commerciaux à l'anguille dans les années 70, ils sont passés à 60 en 2009 et il n'en reste aujourd'hui que 8. Il n'y a aucun cours qui se donne pour enseigner la technique, alors l'apprentissage ne peut se faire que par la transmission orale et l'observation, souvent au sein d'une même famille. La réduction de la population de l'anguille due aux turbines des barrages hydroélectriques joue aussi pour beaucoup dans l'extinction de la pratique. Le musée maritime peut aussi bien être visité un jour de pluie parce qu'il contient aussi des installations intérieures audio-guidées où on peut voir entre autres une reproduction de l'époque miniature du village de Saint-Laurent. Et où on peut en apprendre sur un des fondateurs de l'industrie maritime, François-Xavier Lachance, navigateur et constructeur d'embarcations, dont la chalouperie héberge plusieurs années plus tard une petite boutique de fabrication artisanale qui se trouve justement à être notre prochain arrêt sur l'itinéraire. Un jam bar. La confiturerie Tigidou. C'est l'endroit le plus instagrammable de l'île d'Orléans.
Cette boutique aux allures de grenier aux merveilles remplira vos pupilles de couleurs et vos papilles de saveurs. Une petite terrasse au bord du fleuve pour savourer en toute quiétude d'un côté. Et de l'autre, on y offre des dégustations dans une ambiance champêtre rétro. Non, pas de... Non, dites-moi les allergies. Je suis pas allergique, mais si c'est anis et coriandre, je vais m'en rendre compte. C'est parti. Yeah! La confiturerie Tigidou fait rayonner l'expertise des producteurs maraîchers de l'île d'Orléans. Mais le secret est dans l'intérêt des propriétaires à poursuivre les expérimentations gustatives particulières. Entre autres, j'y ai goûté pour la première fois une confiture de fraises piquante. Bonne dent, ouais. Oh là là! Ah ouais, hein? OK. Une eau pétillante piquante. On n'était vraiment pas le groupe parfait pour en apprécier l'audace, mais on a essayé pareil. Ces séances de dégustation-là cachent aussi un autre petit plaisir, celui de le partager avec les gens du moment. Et malgré que je porte en tout temps la caméra, plusieurs personnes sont assez bons joueurs ou ouverts d'esprit curieux d'une gentillesse sans égard, en me permettant d'immortaliser le moment avec eux, comme notre sympathique hôte ici et cette belle petite famille qui passait des vacances à l'île d'Orléans. Merci encore. Un petit boss de sucre naturel plus tard, vous allez vouloir parquer le char et vous taper une petite trek d'une demi-heure aller-retour à travers Saint-Laurent. Village de choix pour célébrer notre appartenance à la famille des mammifères bipèdes. Saint-Laurent est un réel musée à ciel ouvert. Des panneaux d'interprétation historique parsèment le trottoir de l'avenue Royale et nous renseignent sur le patrimoine bâti du territoire qu'on arpente. Ici, les bâtiments ancestraux sont aussi des centres d'art, des auberges chaleureuses et des boutiques de produits artisanaux. Et d'ailleurs, il faut parfois explorer un peu pour trouver certaines perles cachées. Que vous soyez un fan de Bételgeuse, du Joker ou du Kamasutra ou d'une combinaison des trois, je vous juge pas, cette façade saura vous égayer. Chacune des marinas des villages de l'île peuvent aussi se transformer en point de départ d'expédition sur le fleuve, comme pour cette famille d'Américains. Par un hasard sublime au bout du quai de Saint-Laurent, je deviens un de ces personnages miniatures sur la maquette et j'immortalise une rencontre. Une pêche père-fils sur le fleuve Saint-Laurent. Partant gris, pluvieux de grand vent, Christian adore accompagner son père, Pierre Waters, 82 ans et 78 ans d'expérience de pêche, qui prend le temps de me raconter ses meilleurs moments à Chibougamau, au point de m'en mettre l'eau à la bouche. Dites-moi, l'avez-vous eu, votre doré, finalement? Le village de Saint-Laurent est central dans l'histoire de l'île. 200 ans après le passage de Cartier, l'endroit est marqué par la bataille des plaines d'Abraham. C'est près de l'église de Saint-Laurent que débarquent le 27 juin 1759 les troupes anglaises de James Wolfe, qui fait de l'île entière son quartier général. Les habitants de Saint-Laurent s'étaient retirés à Charlesbourg. Les envahisseurs trouvèrent donc l'église vide, ornements inclus, tout à part une lettre signée par le curé de Saint-Laurent, M. Martel, adressée aux dignes officiers de l'armée britannique. Il les suppliait, au nom de l'humanité, de respecter le temple de Dieu, le presbytère et ses dépendances, sinon par égard pour lui, du moins par amour de Dieu et par compassion pour ces pauvres paroissiens obligés d'abandonner leur demeure. « J'aurais souhaité, ajoutait-il, que vous fussiez arrivé plus tôt afin de pouvoir goûter les légumes tels que asperges, raves, etc. que produit mon jardin et qui maintenant sont montés à graines. » Wolfe se rendit à la prière du curé et l'église de Saint-Laurent fut respectée. C'est sur cette même église qu'il afficha sa proclamation en français, promettant sa protection aux Canadiens s'ils voulaient s'engager à ne point prendre directement ni indirectement aucune part à une dispute qui, disait-il, ne regarde que les deux couronnes de France et d'Angleterre. Le roi de la Grande-Bretagne n'entend pas faire la guerre à l'artisan de la glèbe, aux cultes religieux établis, aux femmes et aux enfants sans défense. Dans leur détresse, sa clémence royale leur offre protection. Le peuple peut, sans crainte d'être molesté, demeurer sur ses terres, dans ses maisons et exercer ses devoirs religieux en toute sécurité. Mais, si cédant à une vaine obstination et à une vaillance mal inspirée, les populations prennent les armes contre la couronne britannique, elles devront en subir les terribles conséquences. La ruine complète de leur récolte, la destruction de leurs habitations,
le saccage de leurs temples par une soldatesque exaspérée et le blocus par une flotte formidable du fleuve Saint-Laurent, rendant ainsi impossible tout espoir de délivrance. Malgré que plusieurs maisons et bâtiments aient été brûlés et détruits sur leur passage, quelques maisons qui datent de cette époque demeurent encore. C'est ce qu'on peut dire de la maison de Rouen qu'on visite un peu plus tard sur l'itinéraire. Et une autre où on s'arrête immédiatement parce qu'on est déjà rendu à notre 3e village sur 6, Saint-Jean de l'Île d'Orléans. Bienvenue au manoir Mauvid-Genet, une habitation luxueuse qui remonte à 1734 ayant appartenu à un couple de la haute société, Jean Mauvid et Marianne Genet. Je sais pas comment fonctionnaient les impôts à l'époque, mais aujourd'hui, ils auraient pu déduire une méchante partie parce que Jean Mauvid était docteur chirurgien et qu'une grande partie de sa demeure était réservée à sa pratique. Des bureaux administratifs, aux lits et chambres de repos pour héberger les patients, en passant par les lieux communs. Alors que leur vie privée était alors un peu plus compartimentée et réservée à certaines pièces en particulier. La maison s'agrandit et prend le nom de manoir en 1752. Jean Mauvid devient le seigneur de la moitié de l'île d'Orléans. À la fin du 17e siècle, l'île compte autant d'habitants que la ville de Québec. La prospérité règne grâce au commerce agricole. Les habitants profitent de la marée pour aller vers Québec en barque, puis reviennent sur l'île quand la marée baisse. Émerge alors la maison québécoise emblématique avec son toit en accent circonflexe. Chaque pièce du manoir Mauvid-Genet peut être auscultée à la loupe, devant la fidélité des aménagements et le riche éventail d'accessoires savamment répartis, chacun proposant son morceau d'histoire. Certains prêtés par des grands musées. On ne peut que se laisser imprégner de l'ambiance et des pratiques de l'époque. Comme dans la chambre des seigneurs, d'où on pouvait observer le fleuve à la longue vue. Et le sous-sol avec le caveau, où on gardait, je l'espère, le vino. Ainsi que la pièce fortifiée redécorée en hommage aux seigneurettes, ces femmes de pouvoir de l'époque. Oui, il est facile de deviner que Marianne Genet possédait elle aussi un set de compétences uniques. Parce qu'en plus d'opérer un jardin et cultiver des légumes, la cour du manoir possède même sa pharmacie des bois, avec le coin de l'apothicaire, qui contient toutes les bonnes herbes médicinales magiques requises pour se concocter des élixirs et prodiguer les bons soins. Un gars organisé, notre Mauvid. Mais d'ailleurs, si vous trouvez que la conservation et l'attention aux détails de l'endroit est légendaire, c'est qu'il y a des passionnés derrière le projet. Paul Simard et Chantal Lavaux. Rencontrés ce matin par hasard alors qu'ils s'affairent à redonner vie au jardin ancestral. On ne cultive ici que des légumes qui existaient sur l'île au 17e siècle. Et on le fait bien sûr à l'ancienne. La main-d'œuvre n'est peut-être pas abondante, mais elle est vaillante. Et bien sûr, on a surveillé Marley pour pas qu'il se farcisse une série de bêtes à cartes de l'époque. Pour prendre la collation ou simplement faire la pause après cette visite riche en histoire, les propriétaires mettent à votre disposition un beau petit parc situé sur une pointe en face. Et ils vous invitent seulement à faire une donation à leur organisation à but non lucratif, qui vise avant tout à s'approprier notre patrimoine, préserver la mémoire de l'Amérique française et labourer les terres de son berceau. Définitivement, les héros ne portent pas tous des capes, mais ils ont l'air d'avoir des chapeaux. C'est peut-être pas le moment pour un souper terrasse avec la pluie, mais le resto de la plage sait tirer le meilleur de sa proximité avec le fleuve. Tacos de poisson et verdurette qui se rotent ad vitam pour les alakazous de ce monde. Ça fait crunch-crunch et les articles thématiques de plage qui emplissent la pièce sont autant de symboles d'un culte qui vise à aider à quémander le retour du dieu soleil. Bon, c'est rendu le temps d'adresser l'éléphant dans la pièce, aussi connu sous le nom du Westphalia sur la route. Comment ça se comporte? Eh bien, étonnamment bien, je vous dirais. Et on est justement rendu au point de déployer son plein potentiel. Parce que j'en ai pas encore parlé, mais l'île d'Orléans, c'est littéralement le paradis des VR, des roulottes, des apparts sur un trailer, des lits dans le coffre d'un compact. Et les municipalités le savent maintenant. Et la plupart vous facilitent la vie en ce sens.
Plusieurs quais ou marinas avec de larges stationnements, mais surtout des églises qui accueillent les campeurs en véhicule. Jusqu'en 2023, plusieurs endroits étaient encore gratuits ou ne suggéraient qu'une contribution volontaire. Mais on y est retourné en 2024 et on voit qu'on s'est adapté. Les lieux sont maintenant munis d'installations permettant de vous payer un spot selon la durée et passer le temps dont on a besoin en toute quiétude avec notre véhicule. C'est le cas de l'église de Saint-Laurent que je viens de vous montrer, l'église de Saint-Jean, un spot populaire. Sainte-Famille a aussi compris la logique, alors vous aurez le choix. Est-ce qu'il reste encore des spots un peu plus off-road ou à trouver soi-même, soit en travaillant le terrain, les réseaux ou les applications spécialisées? Toujours, l'île est vaste, mais l'accès aux commodités et la proximité de service est aussi importante. Et surtout, qui n'aime pas dormir au bord de l'eau? Alors on choisit plutôt le quai de Saint-Jean pour déployer Marguerite. Un quai connu, mais pas trop, qui donne accès à une plage les jours de marée basse. Et qui offre des petits moments de contemplation, un peu plus intimes. 2018. 2018. Tu veux me dire qu'est-ce qui s'est passé en 2018? J'ai découvert une bosse, puis ça m'a inquiétée. Fait que j'ai pris rendez-vous sans rendez-vous. Que la médecin m'a rencontrée, puis elle m'a dit « je suis pas inquiète, mais je vais te faire passer une écho ». Puis à l'échographie, quand je suis allée la semaine d'après, le radiologiste a dit « je vais te faire passer une mammo tout de suite ». Fait que là, je passe la mammo, elle revient à l'écho tout de suite dans la même journée. Puis là, il me dit « on va faire une biopsie ». Puis là, la 3e semaine, j'ai le rendez-vous avec un oncologue qui m'annonce le diagnostic de cancer du sang. J'ai été à peu près 6 mois en chimio. Mais dès le début des traitements de chimio, à chaque fois que je la rencontrais aux 3 semaines, elle me disait « ta tumeur a diminué, ça marche, les traitements fonctionnent ». Fait que ça fondait la tumeur rapetissait. Puis le fait aussi que j'étais bien entourée, avec mes amis, ma famille, Marley. Il y avait un Marley dans la place. Là, il y a l'opération, puis après ça, il y a de la radiothérapie. Mais après ça, il y a tout le temps 7 ans de rémission. Fait que je suis là-dedans encore. Okay. Mais tout va bien. Oui. T'es de bonne humeur, t'es heureuse. Malgré tout ce qu'il y a à vivre, à voir, un des meilleurs moments de chaque voyage est celui où on fait rien, où on admire son beau pitou et on déjeune au lever de soleil. Vous aimez starter la journée avec un bon café et une pâtisserie. Établi dans un réel manoir, la midinette a ce qu'il faut pour vous ravitailler, que ce soit sur la terrasse ou sur les berges du Saint-Laurent juste en face. Les amateurs de géologie auront de quoi à se mettre sous la dent par ici. Le sud de la province de Québec est séparé en 3 grandes régions géologiques, soit les Laurentides, les Basses-Terres du Saint-Laurent et les Appalaches. L'île d'Orléans est l'un des seuls endroits au Québec où on peut observer les 3 régions simultanément. Je vous dis exactement où un peu plus tard. Quatrième village de 6, direction Pointe-Nord-Est, vers Saint-François. La seigneurie de l'île d'Orléans, un jardin botanique où tout est réfléchi pour dorloter vos 5 sens. Content, Marlène, on s'en va voir des fleurs. Ça va sentir bon. Pour aborder le vaste domaine des grands jardins, on traverse d'abord la Gate, qui empêche Édouard aux mains d'argent de s'échapper. Puis on avance sur l'allée royale, bordée de 40 pommetiers et de statues de Diane, la déesse de la chasse et de la nuit, et d'Apollon, le dieu archer du soleil et des arts. Tous 2 gardiens, protecteurs du domaine et de la seigneurie. Au total, 6 grands jardins se partagent le territoire. Vous avez un petit creux et une petite application pour reconnaître ce que vous cueillez. Pruniers, poiriers, cerisiers, abricotiers, fraises bleues et mûres, cassis, groseilles, tous des fruits que les visiteurs peuvent déguster sur place.
Admirez la complexité du semper vivum ou, comme moi, constatez juste que ça existe. Pont de pierre, tour médiévale, podium, vestige d'un moulin assis. L'endroit déborde de surprises et perpétue votre immersion dans un mode de vie d'une autre époque. La richesse de sa canopée, sa biodiversité florale vous en fait voir, goûter, sentir, toucher et entendre de toutes les couleurs. Le territoire, c'est 10 hectares, mais ça vous paraîtra infiniment plus vaste, dû à son aménagement labyrinthique judicieux qui maximise l'espace et à la présence d'une forêt zen, elle-même ornée d'une chute. On peut remercier sa fondatrice, Nancy Corriveau, dont on sent la passion dans l'élaboration des thématiques et l'exécution du parcours, constamment en évolution depuis plus de 20 ans. Les journées de gros soleil qui tapent comme aujourd'hui, il faut faire attention aux coups de chaleur, boire beaucoup d'eau. Le point de ravitaillement ici, le jardin d'ombre, il est agrémenté de beaucoup de points d'eau qui invitent la contemplation, mais surtout le rafraîchissement. En plus des grands jardins, un secteur du territoire est réservé à la lavande de l'autre côté. Ces milliers de plants en rangée constituent un décor naturel que plusieurs photographes, en particulier les amis des toutous, privilégient souvent pour établir leur mise en scène. Et comme j'aime moi-même participer au défi photographe, voici notre beau Marlou dans la lavande. Parmi les fleurs cruciales du voyage, on était presque en train d'oublier Marguerite. Par chance, quelque chose sur le parcours nous l'a rappelé, alors on reprend la route. Saint-François, elle a elle aussi son église et son quai plus tranquille, parce qu'il permet pas le dodo, par exemple. Mais c'est normal, le plus beau camping de la place est juste à côté, c'est le camping de la Pointe d'Argentenay, avec ses sentiers de randonnée. Vous êtes un genre de fan de vues époustouflantes en hauteur? Et faites un petit croche juste à côté ici, la tour d'observation qui va vous conférer une position avantageuse pour admirer le plus long estuaire au monde. Et c'est ici que vous pourrez admirer les 3 provinces géologiques différentes qui composent le sud du Québec. En dehors du ronronnement accompagnateur du Westphalia, un tour de l'île d'Orléans, c'est définitivement une aventure contemplative, où un havre de détente nous est proposé à chaque détour. Un autre magnifique et réputé village ici, Sainte-Famille. Je vous parlais des maisons détruites par l'invasion de Wolfe en 1759. Celle-là est devenue le symbole de la résistance. La maison de Rouen a résisté à la guerre de la conquête. La demeure possède énormément d'artefacts de la Nouvelle-France conservés avec soin. Les propriétaires de la place proposent aussi un concept intriguant pour la découvrir, un parcours en réalité augmentée qui se vit à travers une tablette qu'on déplace à travers l'espace pour découvrir le passé caché et riche en histoire des objets répandus à travers la maison.
Une équipe de production audiovisuelle a planché sur des beaux petits vidéos qui mettent en scène des personnages éminents du passé de Sainte-Famille et qui vont s'animer quand vous ferez le choix d'en apprendre plus. En 1727, Marc-Antoine Canac, dit marquis major de milice, achète une terre pour un de ses fils, François, qui y fait construire le premier carré de la maison en 1730. En tout, c'est 6 générations de Canac dits marquis qui vivront ici. La vie paysanne du 18e siècle se ressent dans chacune des pièces. C'est une époque où on s'entassait un peu plus, mais pour accueillir la dizaine d'enfants qui y résidaient, le frère de François, Jean-Baptiste, fait construire une chambre en annexe en 1736. Une pièce déjà plus rigoureuse côté esthétique et architecture. Et il vaut la peine de parfois mettre la tablette un peu de côté pour apprécier le premier carré de maison avec son plancher original, le grenier et sa chambre cabane limitée par une cheminée de pierre, là où s'amusaient les enfants. Ah, le notaire Crespin. Et comme si le nom du village avait été choisi en conséquence, c'est une bonne vieille chicane de famille qui a fait passer la maison des mains des Canac, dits marquis, aux mains des Drouin, qui y ont vécu jusqu'en 1984. Par contre, je pense que la famille d'avant sont pas trop mal en point avec leur quincaillerie aujourd'hui. La maison n'est pas la plus spacieuse, le tour complet se fait rapidement, environ 45 minutes si vous écoutez tous les vidéos, mais c'est juste la bonne durée pour avoir du fun avec le concept et mettre notre cerveau en mode éponge un peu. Et si ce genre d'activité vous creuse l'appétit, son voisin immédiat vous interpelle, la fromagerie de l'île d'Orléans. Les maniaques de fromage doivent absolument faire un tour ici une fois dans leur vie. Et c'est mon jour de chance, je tombe par hasard sur Marie-Ève Labbé, la fille des fondateurs de la fromagerie, qui se fait un plaisir de nous raconter leur histoire et leur mission absolument particulière. En 1635, 100 ans après l'arrivée des colons français, est créé sur l'île d'Orléans le premier fromage de toute l'Amérique. La recette perdure de génération en génération, mais s'étiole au fil du temps. En 1965, Gérard Aubin est le dernier maître fromager de l'île et le seul capable d'en fabriquer. Mais une nouvelle loi est adoptée et l'empêche de le vendre. Au début des années 2000, le papa de Marie-Ève, Jocelyn Labbé, réfléchit à un projet de retraite. Sa passion le dirige vers la préservation des habitants en milieu rural. Mais de fil en aiguille, ses recherches lui font découvrir l'existence de ce fameux fromage ancestral, issu de la toute première recette en Amérique. Mais il pensait bien être arrivé trop tard dans l'histoire. Mais coup de théâtre, Gérard Aubin, 87 ans, en fabrique encore en cachette pour sa famille et ses amis, parce qu'il les aime beaucoup, beaucoup. Mais la quête pour trouver ce qui caractérise le fromage de l'île se poursuit, parce que M. Aubin est incapable de reproduire le fromage ailleurs que dans sa maison. Les recherches s'étalent sur près d'une dizaine d'années avant qu'un éclair frappe un des chercheurs. Ce goût caractéristique du fromage de l'île d'Orléans proviendrait de micro-organismes qui se sont développés sur les roseaux qui poussent sur la rive nord de l'île et qui étaient utilisés par les habitants pour fabriquer les petits tapis, les paillassons, sur lesquels on déposait les fromages pour les faire sécher au-dessus du poêle à bois dans les cuisines de nos ancêtres. La maison de M. Aubin était contaminée de ces micro-organismes. Ils ont été donc isolés, identifiés, reproduits pour être ensuite pulvérisés dans la fromagerie. Et ainsi, on peut à nouveau maintenant déguster ce délicieux fromage à griller, le paillasson, au petit goût sucré de sirop d'érable. En 2004, Jocelyn Labbé et un associé fondent la fromagerie de l'île avec comme but premier de préserver un des premiers moyens de subsistance des insulaires, du savoir ancestral bien local qui nous permet aujourd'hui d'avoir une saveur supplémentaire à proposer aux papilles du monde entier grâce à Gérard Aubin, Jocelyn Labbé, qui sont venus jouer les héros du lactose en parvenant à retracer son origine, retrouver son secret et l'offrir en boutique dans un point de vente unique, pensé et conçu pour vous permettre une escale en terre du 17e siècle, au temps de la Nouvelle-France. Durant les 100 ans qui suivront le passage de Jacques Cartier en 1535, les Français s'établissent lentement en Amérique par l'île d'Orléans. En 1636, la Compagnie de la Nouvelle-France, aussi appelée la Compagnie des Sans-Associés, l'octroie à 8 de ses associés. En 1650, les colons débarquent avec le but assumé de convertir les Autochtones au catholicisme. En 1660, l'agriculture prend son envol. Les Hurons viennent aussi s'y réfugier sur la pointe ouest, lui donnant le nom de l'île Sainte-Marie. Parmi les fondateurs, Éléonore Grandmaison, Jean de Lauzon, Monseigneur de Laval, François Berthelot, qui la renomme à son tour l'île Saint-Laurent. Sainte-Famille deviendra la toute première paroisse de l'île et voit le jour en 1661. Sa première église, 8 ans plus tard.
Les paroisses Saint-Pierre, Saint-François et Saint-Jean sont fondées en 1679. La paroisse Saint-Paul devient Saint-Laurent en 1698 et l'île d'Orléans reprend son nom en 1725, prospère jusqu'au ravage de 1759 des troupes de Wolfe. Merci au Parc des Ancêtres, au Mémorial des familles souches et des fondateurs voisins de l'église de Sainte-Famille de nous avoir donné l'espace pour imager ces bribes d'histoire de notre époque. Si vous passez par Sainte-Famille en juillet, vous allez penser que le premier ministre est en visite, mais non. Ce qui attire encore plus les foules, c'est la poutine. Quand la haute saison bat son plein, chez Mag provoque de réels phénomènes de déplacement de masse. Et on comprend pourquoi. On n'a pas la patience. Justement, à quelques mètres, il y a la microbrasserie de l'île d'Orléans avec leur terrasse, dont la partie avant est pitou-friendly. Sangria, onion ring, pas le temps de niaiser. Pour ma part ici, la délectable, c'est la gauze fraise basilic. Impossible de se tromper quand tes ingrédients principaux passent directement du jardin à la cuve. Évidemment, vous saurez trouver des fermes pouvant vous accueillir pour l'autocueillette tout au long du voyage. Ou simplement pour une slush aux fraises. Il me reste encore 2 vignobles à vous présenter et ils sont magnifiques. Un autre endroit qui sait recevoir dans sa maison tricentenaire patrimoniale, en plus d'être l'incontournable des photographes tannants comme moi qui ont besoin de visuels précis pour raconter l'histoire de l'île, l'endroit est aussi un must pour les fins palais. Né en 1982, un an après moi, le vignoble de l'île de Bacchus est un pionnier qui a su évoluer en restant fidèle à ses racines avec ses cépages adaptés au climat québécois. On termine ça par rien de moins qu'une institution dans le cœur et la tête, des insulaires et ses visiteurs, un endroit qui donne envie de revenir souvent, aussi de par sa proximité avec le pont. Cassis Mona et Filles. Fondé par Bernard Mona, fils de licoriste français, qui s'est installé à l'île d'Orléans dans les années 70, il explore les possibilités que lui offre cette manne de gadelle noire communément nommée Cassis qui prolifère dans les environs. Depuis le temps, ce sont maintenant ses filles Catherine et Anne qui s'occupent de l'entreprise et en font son succès à travers le temps. Non, mais pour vrai, s'il y en a qui ont compris le sens de l'agrotourisme, c'est par ici. Lorsque la grâce nous permet de bénéficier de journées confortables comme aujourd'hui, les dégustations en plein air dans la cour arrière d'un édifice, ça vaut autant rassasier notre gosier que notre soif de grands espaces et de social. Avec les belles petites poules soies de la place, ces sympathiques et douces créatures originaires de Chine. L'endroit vaut la peine d'être exploré avec notre petit verre à la main pour en apprendre un peu plus sur les différentes variétés de l'arbuste qui produit le cassis, comme le titiana ou le benlomon, mais aussi des hybrides qu'il peut produire. Et à l'intérieur, assister au procédé d'alchimie avancé déployé par les sorciers locaux pour en extraire le divin jus. Juste à côté du restaurant vignoble se trouve un joli petit parcours qui agit en même temps comme un hôtel pour un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes de l'histoire de la province du Québec, Félix Leclerc, originaire de l'île. Le sentier du flâneur s'étend sur 3 km et vous mène au flanc de l'île, vous faisant traverser des zones naturelles boisées, parfois un peu marécageuses. En plus d'un monument composé des portions de ses plus fameuses strophes qui nous fait l'entendre faire danser ses doigts sur sa guitare juste en le regardant. L'endroit est parsemé de mini-univers fabriqués dans la minutie pour rappeler l'œuvre du poète, sous forme de cabanes à oiseaux accrochées aux arbres. Les fins connaisseurs de l'artiste auront un malin plaisir à connecter les indices et comprendre les références. Et de l'autre côté, l'espace Félix Leclerc, c'est LE musée dédié à la légende, qui va vous permettre de voyager à travers la totalité de son œuvre. Mais moi, j'ai déjà dépassé mon heure de dodo, donc je vous laisse découvrir l'intérieur par vous-même.
le riche héritage artistique et culturel de l'île, ainsi que la profusion de paysages envoûtants, a mené à une industrie touristique en plein essor. C'est 600 000 visiteurs par année qui viennent goûter aux délicatesses des cuisines régionales, des stands de fruits en bord de route, des galeries d'art, des magasins d'artisanat. À un rythme de vie qui se savoure. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le Jardin de Québec, de qui elle se trouve à 15 minutes en auto. Des fois, on parcourt le monde, mais ce dont on a besoin est déjà juste à côté de nous. C'est un rêve que j'avais, puis je l'ai réalisé. Tu vas me faire pleurer. Excuse, non, mais... Mes meilleurs amis qui sont proches de moi, ben eux le savent que c'était mon rêve, puis que je l'ai quand même vécu, là, tu sais, il n'a pas resté dans ma cour, il n'a pas resté à rien faire, tu sais, j'étais allée en Gaspésie, je sais pas combien de fois, j'en ai fait des trips avec, mais c'est ça, tu sais, je pense que j'ai vécu ce que j'avais à vivre avec, puis je vais laisser place à du beau qui s'en vient. Il ne faut surtout pas oublier l'éternel compagnon de plusieurs voyages au Québec, le fleuve Saint-Laurent. Voie de passage primordiale et convoité fournisseur d'horizons à n'en plus finir. Sa proximité offre aux vacanciers dont le ventre se met à grogner de descendre sur les berges ou s'avancer sur des rochers. C'est ce dont se sont prévalus Dominique et Audrey-Anne. Nice. Yeah! Good job! L'île d'Orléans, c'est l'histoire de la préservation à bout de bras d'un savoir qui trace les origines d'une culture par une poignée de passionnés qui essaient de la tendre vers les générations futures. Où le meilleur de nos outils technologiques se sont mis au profit d'un mode de vie ancestral. On pensait voyager dans le passé, mais on dirait plutôt qu'on s'est retrouvés dans une utopie futuriste.